Voilà, vous avez la parole, monsieur le directeur général. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, il est devenu assez habituel d'ouvrir le propos liminaire d'une audition en indiquant qu'on est heureux d'être là. Jamais je ne l'aurais autant pensé. Nous vivons en effet une époque formidable, celle où il est possible de tout dire. Nul besoin de connaître la matière. Bien au contraire, il n'y a plus aucune limite. Ceux qui n'avaient jamais vu une demande d'assistance administrative internationale dissertent sur les plateaux de télévision sur la façon dont elles doivent être rédigées. Ceux qui n'avaient jamais vu un dossier de contrôle fiscal expliquent avec autorité la façon dont les formulaires doivent être remplis et le sens d'un délai non contraignant. Très surprenant. On m'invente des missions secrètes en Suisse. J'ai même appris, il y a quelques jours, que j'avais fait pilonner 38 millions de documents adressés à des contribuables, qui devaient être adressés aux contribuables. Vous savez, les documents qu'on met dans les déclarations de revenus avec le sens de l'impôt signé par les deux ministres. J'aurais fait pilonner 38 millions de documents parce qu'ils portaient malheureusement le nom de M. Cahuzac. Intéressant, lorsque j'ai moi-même fait demander au ministre de renoncer à ce processus, ces lettres n'étaient jamais lues, pour faire des économies. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse. Pour résumer, et je crois que au-delà de ce cas, ça touche un sujet qui concerne notre fonctionnement démocratique. Ceux qui ne savent pas parlent et ceux qui savent ne peuvent pas parler. Liés par le secret fiscal et par la tradition peut-être excessive de silence de l'administration. L'administration perd toutes les batailles de communication. Pourquoi ? Parce qu'elle se refuse à les livrer en étant entravée par le secret professionnel. C'est pour cette raison que je veux vous dire à quel point, après avoir refusé toutes les sollicitations médiatiques, et elles furent pressantes depuis quelques semaines. Je suis vraiment heureux de pouvoir m'exprimer devant vous, devant l'enceinte, la seule enceinte qui me paraissait appropriée, celle de la représentation nationale, et de pouvoir non pas être délié du secret fiscal, mais dans une audition qui est publique, mais avoir, comme les textes le prévoient, la possibilité, même le devoir, de répondre à des questions du rapporteur et de lui transmettre des documents, et j'en ai aujourd'hui. Cela fait, mesdames et messieurs les députés, exactement aujourd'hui, c'est un hasard, 25 années que je me consacre avec, je crois, passion et énergie au service de l'État. J'ai choisi cette voie, et je n'en ai pas dévié, car le service de l'État, c'est d'abord et avant tout le choix de l'éthique et de la rigueur, au service du pays. Le respect d'une seule boussole, qui est l'éthique et la déontologie, quelle que soit la situation, les injonctions, ou les plus amicales sollicitations. C'est ce qui m'a personnellement toujours guidé. Il m'est donc assez insupportable d'entendre dire, répéter, parfois par incompétence, parfois par mauvaise information, parfois pour alimenter des jeux politiques, que l'administration dont j'ai pris la responsabilité le 5 août dernier n'aurait pas fait son travail, soit par inertie, soit du fait qu'elle était placée sous la responsabilité de M. Cahuzac, pour voler donc à son secours, ou pour toute autre raison, le concours d'idées d'ailleurs est ouvert. C'est intolérable pour deux raisons. La première, pardon de le dire, j'ai la responsabilité de plus de 115 000 agents. Ces agents-là, on n'en parle pas beaucoup, ce sont aussi les premières victimes de l'affaire Cahuzac. Ils ont subi, dans la culture de loyauté qui est celle de Bercy, un choc psychologique très important. Et aujourd'hui, ils subissent des invectives, et pour ne pas dire plus, d'un certain nombre de contribuables dans la difficulté, ce qui peut se comprendre, qui oppose le très mauvais exemple du ministre du Budget de l'époque en charge de la lutte contre la fraude. Ces agents-là, j'y pense. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est inadmissible, c'est que ces suggestions, ces insinuations ou ces affirmations sont totalement, et je vais vous le démontrer, contredites par les faits, les simples faits, à condition simplement qu'on veuille bien faire l'effort intellectuel de se situer entre le 4 décembre et le 2 avril. Et de regarder les documents. La vérité, telle que je vais m'efforcer de vous en convaincre, c'est qu'avec mes équipes, et vous aurez l'occasion d'entendre en particulier M. Gardet, chef du service du contrôle fiscal, dont ces messieurs sont certains de ses collaborateurs. M. Gardet a été à mes côtés depuis le début du traitement de ce dossier, et vous aurez l'occasion de l'entendre. Nous nous sommes totalement mobilisés, avec pour obsession absolue, et j'ai choisi ce mot à dessein, pour obsession absolue, de faire en sorte que l'administration fiscale ne puisse à aucun moment, se voir reprocher soit de ne pas avoir fait son travail, soit de l'avoir fait d'une façon non conforme
à ce que personnellement j'appelle souvent l'éthique républicaine. Ce point, j'ai l'intention d'y revenir, ça a été au cœur de notre démarche à tout moment. Mes collaborateurs pourront le confirmer, à chaque fois qu'on m'a proposé une action, quelle qu'en soit la modestie technique, à chaque fois que j'ai moi-même suggéré une action, j'ai systématiquement demandé qu'on me confirme si, oui ou non, c'était parfaitement conforme à la pratique suivie pour tout autre contribuable. Tout autre contribuable. Un autre souci m'a beaucoup animé, personnellement, dès le premier jour, que l'on n'en puisse précisément jamais accuser, ou alors de mauvaise foi, la DGFiP d'avoir été instrumentalisée ou d'avoir participé à une instrumentalisation. J'insiste sur ces deux risques, ce n'est pas la même chose. Ne pas être instrumentalisé et ne pas participer à une instrumentalisation. Qu'ai-je entendu depuis plusieurs semaines, et ça me donne l'occasion de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans les auditions précédentes. J'ai entendu que la DGFiP aurait été instrumentalisée par le pouvoir politique. Je le dis solennellement, sous serment, jamais. Pardon de vous le dire aussi comme cela, mais ce n'est pas exactement mon style d'accepter les amicales pressions, ou l'instrumentalisation, ou même de me faire instrumentaliser sans m'en apercevoir. Je crois faire partie, je le revendique, de cette école de la fonction publique qui considère que le devoir de loyauté s'arrête quand la légalité ou l'éthique s'interpose. D'autres dossiers bien connus qui font l'actualité ont montré que je sais dire non quand j'estime que je dois dire non. Je considère qu'un haut fonctionnaire doit avoir une colonne vertébrale et on me fait parfois plutôt le reproche d'une rigidité osseuse excessive. Je pense que c'est parfois utile. Je mets au défi quiconque de démontrer une instrumentalisation de la DGFiP pour la bonne et simple raison que du 4 décembre au 2 avril, ce sont les deux dates qui vous intéressent, mais on peut parler de la suite, j'ai pensé matin, midi et soir, pas seulement en brasant, que mon rôle et mon honneur étaient de l'éviter, si tant est que des sollicitations devaient apparaître ou non. J'ai entendu aussi que la demande d'assistance administrative était, soyons précis, trop tardive, trop précoce, qu'on aurait dû la faire plus rapidement et encore plus large, mais en même temps qu'elle n'était pas forcément compatible avec l'existence d'une enquête judiciaire, qu'elle était trop large parce qu'elle participait à l'évidence de la volonté de sauver le soldat ou le général Cahuzac, comme on a dit, qu'elle était au contraire trop restreinte, car elle participait aussi de la même volonté d'innocenter. J'ai même entendu dire qu'elle était mal rédigée, de la part de commandateurs qui ne l'avaient d'ailleurs jamais vue. J'ai même entendu dire, dans une audition mardi dernier, que la question était de mauvaise foi. Les spécialistes qui font ça toute la journée, certains d'entre eux sont ici, apprécieront. Ou que nous connaissions la réponse en écrivant la question. La seule chose que je n'ai pas encore entendue, mais ça va sans doute venir, c'est que c'est M. Cahuzac qui a rédigé cette demande d'assistance administrative à la place de mes collaborateurs. Mais ça va sans doute venir. Pardon, j'oubliais un point. On nous a même reproché que cette demande d'assistance administrative soit secrète, comme si, en France, le secret fiscal n'existait pas. La réalité, toute simple, c'est qu'avec notre équipe, mon équipe, nous avons étudié précisément, et on y reviendra, la façon d'utiliser cet outil, imparfait mais qui a son utilité, dans le respect du droit conventionnel, qui est précis et contraignant, et que nous avons obtenu de couvrir une période temporelle la plus large possible. Je me souviens, j'ai mené ces discussions jusqu'au 1er janvier 2006, en nous appuyant sur l'argument de la prescription en France, qui n'avait aucune conséquence juridique dans une relation bilatérale, vous en conviendrez. Nous avons obtenu cela. Nous avons aussi visé, et c'est moi-même qui l'ai fait rajouter, les ayants droit économiques de M. Cahuzac. Vous n'avez pas, ça n'existe pas, de demande d'assistance administrative plus large que ça. La simple lecture, par ailleurs, des statistiques, je ne vais pas vous les infliger puisque je crois que vous les avez entendues plusieurs fois, montre le bilan particulièrement peu satisfaisant. Je suis dans une audition publique dont j'utilise des termes diplomatiques et modérés de notre relation administrative avec ce beau pays. Nous avons obtenu la réponse dans un délai sans aucun précédent, 7 jours, et ce n'est pas tombé du ciel. Je vous rappelle pas les chiffres, vous les avez déjà. Je voudrais témoigner aussi d'un point important. Lorsque nous avons étudié la possibilité de demander l'assistance administrative de la Suisse, la première réaction de mes équipes, et une partie d'entre elles sont ici, ça a été quoi? Le scepticisme. Le scepticisme quant à notre capacité à obtenir une réponse, quelle qu'elle soit, évidemment, compte tenu de la pratique de la Suisse,
et aussi du caractère peu documenté de notre demande. Évidemment, à l'époque, nous n'avions aucun autre élément que ce qui était qualifié par ailleurs des allégations de Mediapart. Nous nous sommes néanmoins donné le maximum de chances pour aboutir. Aboutir, ça veut dire avoir une réponse quelle qu'elle soit. Rapidement et clair, j'ai provoqué un appel du ministre, M. Moscovici, à son homologue, Mme Widmer-Schlumpf. Et j'ai, avec mon principal collaborateur, M. Gardet, que vous auditionnerez, eu 2 conversations avec nos homologues suisses, M. Tanner, le directeur de l'administration suisse, et son responsable des relations internationales, ça ne s'invente pas, Alexandre Dumas. Désolé. Nous avons eu 2 conversations pour les prier de traiter cette demande de la façon la plus diligente possible, en acceptant de remonter le plus possible dans le temps, et nous avons obtenu 1er janvier 2006 au lieu du 1er janvier 2010, alors qu'il n'avait aucune obligation juridique. Cette réponse, et c'est un point important, je l'ai reçue le 31 janvier après-midi, par mail. Je le dis solennellement, je suis surpris de ces questions, mais je les comprends. Je le dis solennellement. Je ne l'ai communiqué, ce texte, ce document, à une seule personne ou institution, le service de police judiciaire conduisant l'enquête, la DNIF, ce qui a été fait le lendemain matin, parce que nous n'avons pas réussi, M. Gardet n'a pas réussi à joindre sa responsable le soir même. J'en ai immédiatement informé M. Moscovici. Je ne lui ai pas communiqué le document, et d'ailleurs, il ne me l'a pas demandé. Voilà la vérité. Je communiquerai à votre rapporteur tout à l'heure la demande d'assistance que nous avons faite et la réponse précise. Alors on nous demande aussi pourquoi nous n'avons interrogé que sur UBS. Mais tout simplement parce que c'était le sujet au moment de notre demande d'assistance, et d'ailleurs encore après. C'était le seul sujet. Je rappelle que les accusations de Mediapart répétaient chaque jour, j'ai tous les articles ici, et confirmaient encore quelques jours avant l'envoi de notre demande à la Suisse, et même après la réponse. C'était un compte chez UBS, fermé puis transféré à Singapour en 2010. Jamais un compte dans une autre banque n'est mentionné dans cette période de temps, c'est-à-dire avant l'envoi de la demande d'assistance. Nous sommes le 24 janvier. Certains, c'est assez intéressant, réécrivent l'histoire en indiquant que la simple mention, dans quelques articles que j'ai ici, de personnes physiques, M. Dreyfus, M. Rell, gravitant autour de M. Cahuzac, et d'ailleurs, je crois comprendre, de quelques autres résidents fiscaux français, valait affirmation nouvelle, valait selon laquelle le compte aurait été non pas chez UBS, mais chez l'établissement Rell. Mais ce n'est pas du tout exact. Relisons les articles ensemble. On pourra le faire si vous avez des questions sur ce point précis. C'est une réécriture de l'histoire. On y reviendra plus précisément si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, il y a même des articles de Mediapart qui confirment, un jour sur un blog, un autre jour sur un article plus classique, qui confirme la thèse défendue à l'époque, qui est celle d'un compte chez UBS, transféré à Singapour en 2010. Et nous avons enquêté nous avons fait une demande d'assistance administrative, pour être plus précis, sur une période de temps beaucoup plus vaste. On aurait pu se limiter au 1er janvier 2010. On s'est dit, mais essayons de remonter dans le temps pour capturer plus large. Regardons précisément ce que nous avons fait, et vous verrez bien que si à la mi-janvier, nous avions eu sur notre écran radar un autre établissement, évidemment qu'on aurait aussi interrogé les Suisses sur cet autre établissement. Évidemment. Je vous rappelle par ailleurs, et je crois que ça a été amplement démontré, nous avons eu de longs débats avec les présidents des commissions des finances de cette Assemblée et du Sénat, je crois que ça a été démontré, et par ailleurs accessoirement confirmé par le gouvernement suisse, on ne peut pas faire d'interrogation générale sans spécifier le nom de la banque. Bien. Alors j'en viens à une autre question qui a été posée. Pourquoi n'avez-vous pas interrogé Singapour? Mais la réponse va être très précise. Parce que la question que nous voulions vérifier, c'était la seule qui était sur la table à l'époque, d'un transfert d'UBS, je répète, vers Singapour en 2010. Nous avons couvert, par la demande adressée à la Suisse, tout transfert, je dis bien tout transfert, le rapporteur pourra consulter le document précis, d'UBS vers tout autre pays. On ne s'est pas limité d'ailleurs à Singapour. Finalement, ce qui est dans la presse, ce n'est pas forcément exact, ça pouvait être plus large. On a arrosé large, tout autre pays, dans une période infiniment plus large que les faits ou les allégations à l'époque rapportées par la presse, puisque nous avons couvert du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012. Je rappelle d'ailleurs
que le fait d'avoir une réponse, comme vous pouvez le constater, sur 7 exercices, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, et non pas comme 3 sur 3 exercices, conformément aux stipulations de la Convention, ce n'est pas totalement tombé du ciel. C'est parce que nous avons insisté, et je l'ai fait moi-même. Alors, j'entends aussi une autre question. Je peux comprendre ces questions. Pourquoi est-ce qu'on pouvait vraiment faire une demande de coopération administrative alors que la justice était saisie? Mais bien sûr que oui. Rien ne s'oppose à ce que l'administration fiscale, et fort heureusement, continue à faire son travail pendant une enquête préliminaire. Je note d'ailleurs que même lorsqu'une information judiciaire, donc l'étape suivante, est ouverte et qu'un juge d'instruction est désigné, il peut arriver que nous mettions en œuvre ces demandes d'entraide administrative en étroite articulation, pour ne pas dire à la demande du juge. Tout simplement parce qu'il y a un principe de spécialité qui fait qu'il y a un canal fiscal et il y a un canal judiciaire. On y reviendra avec mon équipe si vous le souhaitez. En revanche, donc il n'y a pas de doute là-dessus, en revanche, nous avons estimé devoir transmettre à la justice immédiatement, et à elle seule, je répète, à elle seule, le texte de la réponse à la Suisse dès que nous l'avons reçu. Je voudrais dire d'ailleurs à cet égard que nous avons travaillé depuis le début à livre totalement ouvert avec la justice et en particulier le service de police judiciaire, la DNIF qui était en charge de l'enquête préliminaire. Nous lui avons donné accès à la mi-janvier, dès sa demande, à l'intégralité du dossier, de M. Cahuzac depuis plus de 20 ans. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Et ceci dès le début de l'enquête préliminaire. Nous sommes au tout début janvier, le 9, 10 ou 11. Avant d'en terminer et de répondre à toutes vos questions, j'aimerais, puisque fondamentalement je suis là pour témoigner, et sous serment, vous dire exactement comment les choses se sont passées. Exactement. Et la philosophie qui a été la nôtre, la conduite et la règle qui a été la nôtre depuis le début. Le 4 décembre, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler d'une allégation concernant M. Cahuzac. Le 4 décembre, l'article de Mediapart est publié. Consternation, incrédulité. Très vite, pardonnez-moi de le rappeler, la quasi-totalité de la classe politique, la quasi-totalité des médias, j'ai dit la quasi, prennent la défense de l'intéressé, critiquent les méthodes d'investigation de Mediapart et estiment que les allégations sont infondées et diffamatoires. J'ai le souvenir, juste pour détendre l'atmosphère, d'un imitateur de talent qui parodie cet événement en produisant un enregistrement inaudible où on entend juste le mot aéroport et qui en déduit dans l'hilarité générale que M. Cahuzac est responsable des attentats du 11 septembre. Voilà ce qu'on dit et le climat du 4 décembre. Le 4 décembre, M. Cahuzac affirme à son cabinet, mais aussi à son administration, que ces accusations sont totalement infondées et diffamatoires. Je ne rapporterai pas ici les qualificatifs utilisés à l'époque par l'intéressé pour parler du journal en question. Le lendemain, devant vous, M. Cahuzac nie solennellement avec force avoir jamais eu un compte à l'étranger devant la représentation nationale. Nous sommes donc le lendemain du 4, le 5. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Bien évidemment, nous sommes tous consternés et choqués par ces accusations, choqués dans tous les sens du mot choqué, à l'égard d'un responsable politique, par ailleurs encensé sur tous les bancs, qui hurle son innocence. C'est par ailleurs mon responsable hiérarchique direct, ce n'est pas la peine que je vous le rappelle, mais je le fais quand même. Oui, mais. Vous savez, comme à quelques autres, la vie tout court, et aussi la vie au service de l'État, m'a appris que l'impensable ne peut jamais être totalement exclu, même quand il est choquant. Et donc, je me dis immédiatement que dans cette affaire, nous sommes donc le 5 décembre. Le rôle précis de la DGFiP sera, et vous le confirmez aujourd'hui, évidemment un sujet de débat public. Je me le dis le 5 décembre, pas aujourd'hui, le 28 mai, le 5 décembre. Et que nous devons donc être exemplaires et documenter ce que nous faisons dès le début, quoi qu'il arrive. Le 5 décembre, pardonnez-moi de personnaliser, je décide de demander le déport, c'est ça le terme technique, de M. Cahuzac de tout sujet personnel pouvant le concerner personnellement, pardon de la répétition. Je décide de demander le déport. C'est moi qui ai pris l'initiative. Mon souhait est d'éliminer le conflit d'intérêts potentiel entre un ministre, responsable hiérarchique de l'administration fiscale, et un contribuable
faisant potentiellement l'objet d'investigations de la part de cette même administration. Nous abordons ici le sujet de la muraille de Chine. Et je souhaite y revenir parce que j'ai entendu beaucoup de choses assez surprenantes parfois depuis mardi dernier. Nous sommes le 5 décembre, j'annule tous mes engagements et je me mets personnellement à la rédaction d'une note qui semble beaucoup vous interpeller, on va y revenir puisque c'est moi qui l'ai rédigée. Écartant le ministre Cahuzac, non seulement du traitement de ce qui devenait l'affaire Cahuzac, mais aussi, vous l'avez noté, de toute information relative au traitement d'un dossier qui est a priori sans lien, mais qui a un point commun, c'est le nom d'une banque, qui s'appelle UBS. Au passage, vous voyez bien que si sur cette période-là, nous avions eu d'autres informations ou idées sur une autre banque, j'aurais rajouté une autre banque. C'est logique. J'en discute avec ma collègue, directrice des affaires juridiques du ministère, qui, comme moi, elle aussi, a eu à gérer quelques affaires complexes avec un sujet de prévention des conflits d'intérêts, qui est mon objectif. Nous tomberons d'accord sur une rédaction. J'indique ensuite, et nous sommes donc le 6 décembre, soyons précis, aux 2 directeurs de cabinet, vous les avez interviewés, auditionnés, pardonnez-moi, l'un et l'autre, que je considère totalement indispensable, je reprends ce mot et j'insiste, indispensable, d'ériger cette muraille de Chine, afin que nous puissions travailler dans des conditions incontestables. Une administration est au service de l'État, pas de telle ou telle personnalité politique. Après quelques échanges, le principe est retenu. Le texte quasiment inchangé est finalisé à ma demande le 7 décembre dans une réunion chez la directrice de cabinet de M. Cahuzac, avec la directrice des affaires juridiques et moi-même. Et ce texte me revient formellement signé le 10 décembre. Vous l'avez. Je voudrais vous dire qu'en 25 ans de carrière, et après avoir géré, je crois que c'est connu, des dossiers parfois très 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 difficiles, c'est la première fois que j'estimais devoir écarter celui qui était encore mon patron direct d'un dossier le concernant. Alors même, je vous rappelle, qu'il venait la veille, devant vous, de réaffirmer son innocence. Ce n'est pas à moi de le dire, mais peut-être pourrait-on considérer que cela ressemble plus à de l'audace, voire du courage, qu'à une attitude servile ou prompte à se laisser manipuler. Je vous rappelle que nous sommes entre le 4 et le 10 décembre. Je vous invite, mesdames et messieurs, à tenter de trouver les déclarations qui, entre le 4 et le 10 décembre, allaient dans le sens des accusations de Mediapart, qu'on appelait les allégations. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Et pourtant, nous avons fait ce que je viens de vous dire. Alors, des questions ont été posées sur cette initiative, je parle toujours de la muraille de Chine, puisque c'est l'appellation désormais contrôlée, son principe et sa forme. Alors, je vais y revenir. D'abord, je vous réaffirme que c'est moi-même qui ai pris l'initiative. On m'a demandé, vous avez demandé d'où venait l'appellation muraille de Chine. Alors, c'est moi qui l'ai qualifié ainsi. Vous y verrez peut-être une sinophilie que je veux bien concéder. Mais simplement, non, c'est pas pour cela. C'est parce que dans toutes les entreprises, dans tous les organismes, quand on a ce problème, c'est comme ça qu'on fait. C'est une procédure très classique, je l'ai vécu moi-même, j'ai eu la responsabilité des entreprises publiques dans le passé, vous le savez. C'est une procédure très classique dans le monde de l'entreprise, publique ou privée, où un responsable qui peut être dans une situation ponctuelle ou plus longue de conflit d'intérêts se déporte au profit d'une autre personne. J'ajoute d'ailleurs que dans la forme, il ne s'agit jamais d'un retrait de délégation, ça n'a rien à voir, qui serait donc signé logiquement par l'autorité supérieure, mais d'un acte individuel de déport au profit d'une personne désignée, signé par la personne visée par le conflit d'intérêts, et en l'occurrence, fortement suggéré par son directeur général des finances publiques. Enfin, pour terminer sur ce point et ajouter une note un peu historique ou humoristique, je ne vois pas très bien en quoi la brièveté du texte en réduirait la portée. Je pense en général, et c'est ce que je dis à mes collaborateurs, que la force des propos est inversement proportionnelle à leur volume. C'est la raison pour laquelle je vais terminer bientôt. Et le président ayant relevé que la vraie muraille de Chine historique a souvent été contournée, ce qui est historiquement exact, je peux apporter devant vous témoignage qu'après le passage furtif de tel ou tel éclaireur, je n'ai pas vu d'envahisseur mongol s'aventurer près de cette construction. Et elle a tenu. Nous sommes donc le 10 décembre. À quelques exceptions près, tout Paris croit encore à l'innocence de M. Cahuzac. Que faisons-nous le 14 décembre ? Que faisons-nous le 14 décembre ? À notre demande, la demande de l'administration centrale, le service local, c'est-à-dire la direction régionale des finances publiques de Paris, je crois que vous entendez,
mon prédécesseur, qui est actuellement directeur de cette direction tout à l'heure. Le 14 décembre, nous adressons une demande formelle qui porte le doux nom, je crois que vous le connaissez, de 754, dans le délicieux langage de l'administration fiscale. Nous adressons à M. Cahuzac non pas du tout une demande, comme je l'ai entendu avec stupéfaction mardi, de nous confirmer que, bien évidemment, il n'a pas de compte à l'étranger, mais une demande précise, je vais vous la remettre, lui disant bien au contraire de bien vouloir nous donner toutes les informations nécessaires, et notamment les avoirs, sur le ou les comptes qu'il détiendrait, nous utilisons le conditionnel quand même, ou qu'il aurait détenu à l'étranger. La différence est significative. Ce n'est pas une demande. J'ai entendu dire qu'on avait envoyé à M. Cahuzac, comme à tous les ministres, une demande disant « Veuillez nous confirmer, dans un délai impératif de 30 jours, que vous n'avez pas de compte en Suisse ». C'est totalement inexact. D'abord, c'est un exercice qui est limité à M. Cahuzac, qui se fait dans le cadre d'une procédure qui s'appelle procédure 754, et qui ne lui demande pas du tout de nous confirmer qu'il n'en a pas, qui lui demande au contraire de nous donner les avoirs. C'est juste l'inverse. Et toutes les informations possibles. Ce document, je le donne à votre rapporteur à la fin de cette séance. Et par ailleurs, ça n'a évidemment strictement rien à voir avec le processus d'examen de la situation fiscale de l'ensemble des membres du gouvernement dont je vous reparlerai si vous le souhaitez. C'est une demande spécifique qui est adressée au seul Jérôme Cahuzac. Nous l'appelions d'ailleurs entre nous, pour bien montrer la muraille de Chine, en interne, le contribuable concerné. On ne l'appelait plus le ministre sur ces sujets-là. Nous lui faisons cette demande avec des éléments très limités. Nous n'avons qu'un article, l'article de Mediapart, répété, mais aucun autre élément de documentation. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'administration fiscale, mais nous avons estimé que l'importance du sujet le justifiait, qu'on envoie un formulaire 754 sur la base d'un dossier aussi peu étayé. Mais nous avons jugé utile de le faire. Cette demande, c'est une pièce de procédure qui nous permet ensuite de passer à l'autre étape, celle à laquelle nous travaillons depuis quelques semaines, qui est celle de l'assistance administrative avec la Suisse, parce que nous devons épuiser les voies internes. Restons encore en décembre et approchons de Noël. Je n'oublierai pas la date du 14 janvier qui vous intéresse beaucoup. Mais restons avant Noël. Le vendredi 21 décembre, Mediapart, titre, page 3, l'administration fiscale enquête sur son propre ministre, en expliquant que la Direction régionale des finances publiques de Paris, je cite, ouvrez les guillemets, enquête depuis quelques jours sur les déclarations ISF de M. Cahuzac. On ne parle pas du tout de la Suisse, on parle de l'ISF. Sous-entendant qu'en plus des révélations sur le compte éventuel en Suisse, nous aurions déclenché par ailleurs un contrôle fiscal de M. Cahuzac. Nous souhaitons rectifier les faits, précisément, techniquement, et nous publions le lendemain, juste avant le départ en vacances, le samedi 22 en fin de soirée, et je vais y revenir, les termes précis de notre intervention. Nous disons, et je cite, chaque mot compte, « Aucun contrôle ou enquête n'est en cours à l'encontre d'un membre du gouvernement, point. Comme c'est l'usage, pour chaque nouveau gouvernement, la DGFiP procède à un examen de la situation fiscale des membres du gouvernement. C'est cette procédure qui est en cours et qui vise à assurer que la situation de chacun des membres du gouvernement est irréprochable et exemplaire. Ceci est parfaitement exact et parfaitement incontestable. Nous ne nions en aucune façon que des investigations sont en cours sur la personne de M. Cahuzac. Comme d'ailleurs, il y en avait sur d'autres membres du gouvernement, c'est l'exercice générique. Mais il ne s'agit juridiquement et techniquement, tous les mots ont un sens en fiscalité, ni d'enquête, ni de contrôle, qui sont des procédures de droit fiscal bien précises, qui s'inscrivent dans le cadre du livre des procédures fiscales et que je pourrais vous exposer plus précisément par la suite avec mes équipes si vous le souhaitez. Alors, Mediapart et d'autres, peut-être, semblent avoir été très frappés par cette mise au point, car le journal a publié un article dès le lendemain. Dès le lendemain, nous sommes donc le 23 décembre. Et j'ai suivi son audition, M. Plenel l'a évoqué 5 fois lors de son audition de mardi dernier. La thèse, soyons clairs, mettons les choses au carré, mettons les pieds dans le plat. La thèse qui est sous-entendue, c'est que la DGFiP a été instrumentalisée pour voler au secours de son ministre, et tellement instrumentalisée, tellement peu fière de son texte, qu'elle l'a d'abord publié nuitamment,
et à éviter la voie formelle d'un communiqué en faisant simplement en dictant des mots à des agences qui permet d'éviter toute traçabilité. Tout ceci est totalement faux, sauf un point, c'est qu'effectivement nous avons terminé de travailler assez tard, samedi 23 décembre, c'est exact. Nous n'avons rien dicté à l'oral aux agences, nous avons envoyé un mail. C'est parfaitement traçable et je vous le remets. Le texte que nous avons rendu public est parfaitement exact techniquement et plus important, parce que vous pourriez dire, vous jouez sur les mots, vous cachez derrière la technique, plus important encore, ce texte dit clairement, clame qu'il y a en effet des travaux en cours sur la situation fiscale de certains membres du gouvernement. Et d'ailleurs, je ne peux pas être plus précis à ce stade, mais je pourrais l'être avec le rapporteur si ce dernier le souhaite, oui, il y avait des travaux sur d'autres membres du gouvernement. C'est normal, c'est la procédure générique d'examen de la situation fiscale des membres du gouvernement. Et ce communiqué, pardon, j'ai été très choqué de ces allégations, je vais utiliser du français courant, il ne noie pas le poisson, pardon d'être un peu vulgaire. Il dit au contraire qu'il y a des travaux sur la situation des membres de l'exécutif. M. Cahuzac, à l'époque, est l'un d'entre eux. Je dis bien l'un d'entre eux. Je reviens maintenant sur le 14 janvier. Ça fait partie des dates qui, depuis quelques semaines, ont pris une importance extraordinaire, ce qui, vous allez comprendre pourquoi ça me surprend. Mais je respecte évidemment ce débat. Le 14 janvier, pourquoi on parle du 14 janvier? Parce que 14 décembre plus 30 jours, ça fait 14 janvier. D'accord. Le 14 janvier, que se passe-t-il? Et on nous a posé la question indirectement, quelle conclusion tirez-vous de l'absence de réponse de M. Cahuzac le 14 janvier? Alors soyons précis. L'intéressé venant devant la représentation nationale et sur tous les plateaux de télévision, de confirmer avec force, les yeux dans les yeux, en bloc et en détail, que ces allégations étaient mensongères. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que nous nous attendions à ce que M. Cahuzac envoie à son centre des impôts un document en disant « Excusez-moi, je me suis trompé devant l'Assemblée, en fait, j'ai bien des comptes en Suisse. » Bon. À l'issue du délai de 30 jours, dont je voudrais quand même vous rappeler une fois pour toutes, non seulement, enfin qu'il n'est vraiment pas contraignant, c'est écrit en toutes lettres dans le document que vous avez ou que je vais vous donner, et puis je l'ai relu, c'est même écrit « si possible ». Vous avez déjà vu des formulaires d'administration fiscale qui vous disent « si possible ». Je crois que c'est très clair. Quelle est la conséquence d'ailleurs juridique? Qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon des fiscalistes non contraignant? Ça veut dire que si le contribuable n'a pas respecté ce délai, on ne peut pas en tirer de conséquences juridiques en termes de taxation d'office. Ce que fait habituellement l'administration, c'est que lorsqu'on ne lui répond pas, elle taxe. C'est pour ça qu'il vaut mieux répondre. Eh bien là, on ne peut pas le faire. Il ne se passe rien le 14 janvier. Je n'en parle même pas au ministre. Vous avez posé à de nombreuses reprises la question. Je n'en ai pas parlé au ministre. Je n'ai même pas parlé au ministre de l'existence de ce formulaire. Je n'ai pas à rendre compte au ministre, bien heureusement d'ailleurs, de l'ensemble des diligences menées par l'administration fiscale sur des dossiers individuels, fussent-ils ceux du ministre délégué au budget, sauf sur un point où j'ai estimé que lorsqu'on contactait un État étranger, la moindre des choses était d'en parler au gouvernement, évidemment. Pour nous, le 14 janvier, je suis vraiment très surpris, mais je peux comprendre qu'on en fasse un événement aussi important. Mais moi, je vous donne mon témoignage technique. Le 14 janvier, nous sommes en pleine préparation de la demande d'assistance. Nous y travaillons le plus rapidement, mais sérieusement et précisément possible. C'est un non-événement. Et d'ailleurs, je le dis ici devant vous, et je le dis à nouveau sous serment comme tout le reste, que M. Cahuzac ait répondu ou non. De toute façon, nous aurions fait cette demande d'assistance administrative. Mais il nous fallait simplement attendre de purger la procédure interne, puisque les conventions OCDE prévoient qu'un État ne s'adresse pas à un autre État sans avoir mis en œuvre les mesures dont il dispose. Nous sommes donc maintenant le 24 janvier. On a beaucoup travaillé sur la rédaction du texte. On a pris la précaution de rajouter l'expression « ayant droit économique ». J'ai eu 2 conversations avec mon homologue et son collaborateur le 22 et le 23 janvier par téléphone pour leur dire « nous vous envoyons cette demande, nous vous demandons de la traiter rapidement et d'accepter de remonter dans le temps ». Nous recevons la réponse, je l'ai dit, le 31 janvier. Je la reçois par mail, c'est un jeudi, je m'en souviens, j'étais à l'extérieur en train de donner une conférence, je m'en souviens très bien. Je voudrais, pour terminer,
revenir sur un épisode qui m'a beaucoup marqué, le week-end du 10 février, 9 et 10 février. Je l'ai trouvé détestable, cet épisode, avec un journal qui paraît précisément le week-end, qui a titré le 10 décembre « Les Suisses blanchissent M. Cahuzac ». Cet article, non seulement fait parler l'entourage du ministre de l'économie, mais ce n'est pas mon problème, mais, et là c'est mon problème, pour ce qui me concerne directement, il fait parler sous le sceau de la confidence une source administrative à Bercy. Je répète, entre guillemets, une source administrative à Bercy. Alors même qu'aucun contact n'a eu lieu avec nous, et pour cause. Curieuse méthode. Le rôle de la DGFiP, mesdames et messieurs les députés, c'est d'assurer, avec les moyens dont elle dispose, l'application de la loi fiscale. Le rôle de la DGFiP n'est pas de communiquer ou de contribuer à la communication de tel ou tel membre du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, non seulement nous n'avons eu aucun contact avec la presse postérieurement à l'arrivée de la réponse suisse, et d'ailleurs avant non plus, on nous le reproche suffisamment du côté de la presse, et j'ai précisément, je m'en souviens encore, refusé de prendre au téléphone ce journaliste qui, mystérieusement, a eu mon numéro de portable. J'ai refusé de le prendre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la DGFiP n'a initié, ni même participé, directement ou indirectement, à aucune, je dis bien aucune opération de communication. Ce n'est pas notre rôle. Vous comprendrez, en m'écoutant, la fureur qui était la mienne en lisant cet article. Je voudrais dire d'ailleurs, au-delà de cet article, que dès que j'ai eu la réponse suisse, Monsieur le Président, dès que j'ai eu la réponse suisse, j'ai recommandé aux autorités politiques la plus grande discrétion sur cette réponse, d'abord en rappelant les contraintes du secret fiscal, qui existent, mais aussi en rappelant que cette réponse que nous venions de recevoir était précise, mais nécessairement partielle. L'un des intervenants mardi a dit « Il est évident que cette réponse suisse, il fallait la prendre avec des pincettes. » Eh bien là, je suis d'accord. C'est exactement ce qu'on a fait. Nous l'avons prise avec des pincettes. Mise au coffre, transmise à la justice et prise avec des pincettes. Je voudrais enfin terminer en indiquant à la commission d'enquête que les questions relatives à la situation fiscale de M. Cahuzac ne se limitent pas à la détention de comptes à l'étranger, non déclarés, mais concernent également d'autres aspects qui ont été partiellement divulgués par la presse, notamment les articles que je citais du 21 et 23 décembre, points sur lesquels je souhaiterais pouvoir informer votre rapporteur et lui remettre un ensemble de documents. La DGFiP a mené sur cette autre partie du dossier, conformément aux textes qui régissent le secret fiscal, ses diligences. Ce que je peux dire en résumé, sans déroger au secret fiscal dans cette formation, c'est que toutes les anomalies détectées à l'examen du dossier à l'été ont été portées à la connaissance du contribuable, d'abord par mon prédécesseur, que vous aurez l'occasion d'entendre, puis par moi-même, avant qu'elles ne soient traitées à notre demande, directement par le service local avec le conseil du contribuable, dans des conditions évidemment de droit commun. Voici, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, le témoignage aussi précis que possible que je tenais à porter devant vous. J'ai eu, c'est normal, c'est humain, depuis le 2 avril, j'ai appris moi la nouvelle le 2 avril, j'étais en réunion dans le bureau de mon homologue espagnol à Madrid. J'ai eu, depuis le dénouement partiel, il y aura à mon avis d'autres dénouements, le 2 avril, l'occasion de me demander, en mon âme et conscience, est-ce que nous avons bien agi à tout moment? J'ai revu chaque étape, pas seulement pour préparer cette commission. J'ai revu chaque étape. Et aujourd'hui, je souhaite vous le dire, sous serment, oui, je considère que dans ce dossier difficile, qui mettait directement en cause son patron, la Direction générale des finances publiques a été extrêmement rigoureuse. A été certes discrète, mais c'est son devoir, mais particulièrement proactive. Le simple énoncé de la chronologie vous le montre, et a veillé, et ça c'est mon honneur, à la neutralité républicaine qui s'impose à toute administration. Pardon d'avoir été un petit peu long, et je vous remercie.
Merci, monsieur le directeur général. Est-ce que messieurs Lorca et El Karaoui ont quelque chose à déclarer avant que nous passions aux questions du rapporteur?